Nous sommes arrivés à un point où nous ne pourrons de toute façon plus faire marche arrière. Nous devons arriver à trouver la vérité. Nous devons savoir ce qui est arrivé à Jean-Michel Trogneux. Très bien les gars, bon jeudi à tous. Bien sûr, c'est notre dernier épisode avant de partir en pause, une pause d'une semaine, parce qu'il y a tellement de recherches que nous allons devoir faire. Et je vous le dis tout de suite, l'épisode d'aujourd'hui va être explosif. Un de nos téléspectateurs, et vraiment j'arrive pas à croire que j'ai manqué ça. Il a trouvé un certain Jean Trogneux qui était entré aux États-Unis en 1961. Et en plus de cela, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé des messages à propos de la série White Lotus, le lotus blanc. Et de ce thème d'inceste un petit peu récurrent qui vient d'un seul coup traverser une saison récemment diffusée. Et d'une manière ou d'une autre, ce terme, le lotus blanc, est apparu dans mes récentes recherches. Je vous le dis les gars, cette histoire devient de plus en plus folle, alors bon retour sur Candace. Pour être honnête, dire que cette histoire est folle n'est pas suffisant. C'est cosmiquement fou. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est fou. Et les gars, très récemment, il s'est passé un truc complètement dingue. Et bien entendu, ça s'est manifesté sous la forme du procès extraordinaire intenté par Emmanuel Macron contre moi. Rappelons quand même que personne n'avait jamais porté plainte de la sorte auparavant. Le gars est complètement paniqué, on sait pas pourquoi, mais il est complètement paniqué. Mais voilà que parmi les allégations et les accusations portées contre moi dans le cadre de ce procès, voilà qu'il ajoute quelque chose d'étrange. Vous savez, parmi toutes ces choses qui l'ont complètement bouleversé, toutes ces choses que j'ai faites qui ont complètement déstabilisé le couple présidentiel, voilà qu'il mentionne le fait que j'évoquerai MK Ultra tout au long de ma série. Et franchement, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est plutôt lui qui mentionne le programme MK Ultra. 18 fois, pour être précise, dans le cadre du procès qu'il m'intente. MK Ultra est évoqué 18 fois. Je suis désolée, mais vous trouvez pas ça un petit peu bizarre? Qu'est-ce qui l'agace à ce point, qu'est-ce qui le dérange à ce point dans le fait que nous puissions aborder MK Ultra? Il en parle avec une telle véhémence dans le cadre de mon procès, je vais vous montrer d'ailleurs, voici. À la page 59, paragraphes 132 et 133, bien entendu, nous n'allons pas passer en revue les 18 exemples où il parle de cela dans le procès. Je vous rappelle que tout cela est disponible sur mon site, vous pouvez donc le consulter et puis taper dans la barre de recherche MK Ultra et puis vous verrez que ce que je vous raconte c'est la vérité. Donc voilà qu'ils écrivent tout en haut, paragraphe 132, vers la fin de l'épisode 2, Owens a tourné son regard vers le président Macron pour commencer à alimenter sa thèse selon laquelle il serait le produit de MK Ultra ou d'un programme de contrôle gouvernemental similaire. Vous voyez d'ailleurs que ce n'est pas entre guillemets, ce qui veut bien dire que je n'ai pas dit. MK Ultra était un programme secret de la CIA qui menait des expériences sur des humains pour développer des techniques de contrôle mental utilisant la drogue, la manipulation psychologique et la torture, ce qui est vrai. Ils écrivent ensuite, pour alimenter les soupçons, Owens a décrit l'enfance du président Macron comme un trou noir, avec très peu d'informations disponibles. Elle a suggéré que son éducation pourrait être liée à un complot gouvernemental clandestin, parce que son père était psychiatre et sa mère était pédiatre. Owens a même fait référence au livre Chaos sur le programme MK Ultra de la CIA, et a expliqué aux téléspectateurs que son contenu était pertinent pour la suite de la série, où nous allions découvrir des programmes gouvernementaux impliquant de nombreux psychiatres. Tout cela s'intégrerait parfaitement. Oui, en effet, mais pourquoi est-ce que ça vous agace à ce point-là? Ce dont j'ai effectivement parlé, c'est que, à la lecture de l'enfance d'Emmanuel Macron, on voit qu'il a eu une enfance assez isolée. Ses camarades de classe ont dit qu'il était assez solitaire, qu'il était toujours seul. Il a lui-même avoué qu'il était un véritable rat de bibliothèque, qu'il se perdait dans les livres, à l'époque avec sa grand-mère. Et j'ai ensuite expliqué que l'un des objectifs du programme MK Ultra était d'isoler les individus pour voir comment ils réagiraient après avoir été isolés. C'était une époque sadique. Je suis désolée, les années 60, c'était tout simplement sadique. Et j'ai clairement indiqué que nous ignorions si oui ou non ce programme s'était mondialisé. Nous savons que la majorité des dossiers a été, effacé, voire détruit par le gouvernement lui-même parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent ce qu'il faisait. Il s'agissait clairement de contrôle mental. Pourquoi Macron est-il contrarié à ce point? Pourquoi Brigitte et Emmanuel sont-ils contrariés que je parle de cela dans le 2e épisode de la série Becoming Brigitte, série qui, je le rappelle, raconte comment votre femme est née de sexe masculin. Vous vous concentrez sur l'allusion à MK Ultra à tel point que vous le mentionnez honorablement d'ailleurs 18 fois dans mon procès. Donc sur toutes les choses que j'allègue dans cette série, vous vous concentrez là-dessus. Et je me pose vraiment la question de savoir ce qui a déclenché à ce point la colère du couple à ce sujet.
Bien, vous vous souvenez, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a attiré mon attention sur une photo qui, selon lui, pourrait bien être Jean-Michel Trogneux. Et je vous montre les photos côte à côte ici. Il a dit, cette personne m'a dit, je suis en train de regarder un documentaire et je regarde le profil de cette personne et regardez, on dirait vraiment que ça pourrait être lui, non? Maintenant, moi, je regarde ça et je vais vous dire ce que je vois avec mes yeux. Est-ce qu'on peut remettre la photo, Skyler? Sur la droite, vous voyez quelqu'un qui pourrait ressembler à un étudiant, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est en train de prendre des notes, semble-t-il. Et oui, la hairline, la ligne des cheveux est un peu similaire, effectivement. Et franchement, on n'en sait rien, on ne sait pas, Mais vu le procès extraordinaire et sans précédent que ce couple est en train de m'intenter, nous allons explorer toutes les pistes possibles. Parce qu'on veut vraiment maintenant connaître toute la vérité. Nous n'en avons pas du tout terminé avec cette série. Je vais vous dire, cette série va même devenir ma vie parce qu'ils menacent ma vie entière. Ils veulent me poursuivre en justice. Pourquoi? Pourquoi? Pour avoir fait un reportage sur un livre, ça n'a aucun sens. Et comme je vous l'ai dit, on n'est pas sûr de cette histoire-là par rapport à cette photo, on suit juste des pistes. Mais encore une fois, comme nous le savons, Brigitte a mystérieusement déclaré dans une interview de 2018 qu'elle avait passé beaucoup de temps aux États-Unis pendant son enfance, qu'elle en gardait de très très bons souvenirs, même qu'elle avait fêté l'alunissage avec les Américains. Donc, ce qui signifie, pour être clair d'ailleurs, son nom c'est Brigitte Marie Trogneux. On devrait donc pouvoir assez facilement retrouver Brigitte Marie Trogneux à son arrivée aux États-Unis. Il doit y avoir des traces de sa venue dans les années 60, non? Mais bon, il se trouve que nous n'avons pas trouvé de Brigitte Marie, nous n'avons pas non plus trouvé de Jean-Michel Trogneux dans les manifestes, dans les registres que nous avons l'habitude de consulter de leur arrivée éventuelle aux États-Unis. Et sachez une chose, c'est qu'il semblerait que le nom de famille Trogneux soit incroyablement rare. Quand vous commencez à étudier un petit peu cette histoire, vous apercevez que ce nom de famille n'existe finalement qu'exclusivement dans les environs de la région d'Amiens. Trogneux, ce n'est pas un nom très très populaire en France en dehors de cette famille-là. Et c'est en arrivant donc dans cette région du nord de la France, plutôt du nord de la France, qu'on commence à voir tous ces Trogneux. Et de la même façon, parce qu'on a décidé d'effectuer une petite recherche ici aussi aux États-Unis, il n'y a une seule personne aux États-Unis, vivante encore aujourd'hui, qui porte le nom de Trogneux. Quelqu'un d'aléatoire que nous supposons n'avoir aucun rapport avec cette histoire. Alors bon, on a fini par se dire finalement, est-ce qu'on a ne serait-ce qu'une petite chance de réussir à trouver Brigitte ou Jean-Michel? Nous avons cherché partout, nous avons essayé avec Jean-Michel, rien n'est ressorti. Et puis hier, nous avons reçu un email explosif. Et encore une fois les gars, on est juste au tout début de cette histoire. Alors s'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents pendant que je vous explique tout ça. Bien entendu, il est possible que le long du chemin, nous commettions quelques petites erreurs, c'est une enquête ouverte. Et bien entendu, si nous commettons des erreurs, nous prendrons le soin de les corriger ultérieurement. Bien entendu, je vais protéger l'identité de la personne et ne pas lire son nom, afin de lui éviter toute poursuite inutile de la part du président français. Cette personne m'a donc dit, Candace, j'imagine que vous êtes au courant que, vous avez vu en tout cas, qu'il y a un certain Jean-Marie Trogneux qui est arrivé aux États-Unis dans les années 60. Et moi, je leur ai dit, non, clairement pas, j'étais pas du tout au courant qu'un certain Jean-Marie Trogneux était rentré aux États-Unis dans les années 1960. Non, je l'aurais su, parce que c'est en plein dans la période précise, dans laquelle on recherche des traces de Jean-Michel Trogneux. Et c'est pas un nom de famille très très populaire en dehors de cette famille. Et ils me disent, mais oui, c'est sur le site web. C'est sur le site web du ministère de la Justice. C'est librement accessible dans un document des Archives nationales. On peut clairement y lire qu'un certain Jean-Marie Trogneux est entré aux États-Unis, qu'il y est répertorié comme étant membre d'équipage à bord d'un cargo français le 27 août 1961. Ok, ce qui signifie que Jean-Michel aurait eu à cette date-là 16 ans. Et je vous rappelle que nous n'avons absolument aucune trace de Jean-Michel pendant ces années-là. C'est littéralement pas où il est passé. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment non plus où est passée cette première dame quand elle passait du temps aux États-Unis. Et ce Jean-Marie, je vais vous montrer le document, oui, on peut l'afficher, voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est tout en bas du document, on peut lire donc Jean-Marie. Il y a également listé les 4 derniers chiffres du passeport, qui sont donc 3408, apparemment il était sur un pétrolier. Dans d'autres recherches, on trouve il semblerait que ce bateau venait du Havre, en France, qui est une ville portuaire. Et que ce bateau aurait fait une escale en Colombie-Britannique. D'ailleurs, les Canadiens, si vous m'écoutez, faites attention. Cet arrêt aurait été marqué le 25 août, donc 2 jours plus tôt. Donc, je recontextualise, 1961, ils font un arrêt en Colombie-Britannique et ils terminent le voyage le 27 août aux États-Unis, où ils vont débarquer à Seattle. Ok, donc nous avons là un équipage, nous sommes donc sur la côte ouest des États-Unis.
Et je ne peux qu'en conclure que cet individu doit être apparenté d'une façon ou d'une autre à la famille, parce que nous savons que Marie est utilisé quasiment dans tous les noms de cette famille. Nous connaissons le nom du père, qui est Jean-Michel-Marie Trogneux. C'est également le deuxième prénom de Brigitte, Brigitte Marie Trogneux. Donc c'est intéressant quand même. Encore une fois, je rappelle que tout cela tombe en plein pendant les années d'absence, de manque, on ne sait pas où il est, de Jean-Michel Trogneux. Ce que nous apprenons également de ce document, quand on le parcourt, que le nom du capitaine du navire, c'est Guy Choplin. C-H-O-P-L-I-N. Et j'ai parcouru vraiment tout ce que j'ai pu trouver, j'ai essayé en tout cas de parcourir ce que je pouvais trouver sur cet individu. Nous n'avons pu trouver qu'une seule photo disponible de ce capitaine dans cet article un peu obscur du Marine Digest. Et vous voyez là sur l'article, il est donc question du MS Michigan. Vous pouvez voir sur la partie gauche de la photo, il s'agit du capitaine Guy Choplin, à qui on remet une photo. Je vais vous lire cette légende, c'est écrit un tout petit caractère, donc soyez un petit peu indulgents avec moi s'il vous plaît. Il est écrit « Guy Choplin, capitaine des lignes françaises de nouvelle MS Michigan, reçoit une photo encadrée du port de Seattle de la part d'une délégation de la Chambre de commerce junior de Seattle. Le navire de construction française effectue son voyage inaugural vers la côte Pacifique, participant aux brèves cérémonies. Et ça nous dit ensuite qu'il y a Charles MacLeod, Rolando Luna et le capitaine Choplin qui a les yeux baissés, donc on peut pas trop se faire une idée de ce à quoi il ressemble. Et également un certain Donald R. Tate, General Steamship Corp Limited et l'agent général de fret de la côte Pacifique. La photo était un cadeau de la commission portuaire de Seattle. Maintenant, une chose sur laquelle j'ai une question, c'est que la General Steamship Corporation, ce n'est pas eux qui sont propriétaires du navire, et ça peut faire du sens d'ailleurs. La seule chose que je sais, et je vais être extrêmement transparente avec vous les gars, c'est que tout cela ne concerne en rien l'expédition. Alors vraiment, j'attends avec impatience les petits tuyaux qui vont pouvoir m'être partagés, que vous allez me donner. Vous pouvez peut-être juste regarder la photo, regarder la tenue qu'il porte, et puis me raconter des trucs. Vous vous y connaissez un petit peu en transport maritime, si vous connaissez le transport maritime en général, si vous connaissez les cargos, si vous connaissez comment fonctionnent les équipages, la fréquence à laquelle les équipages changent, etc. Parce que cette personne est quand même répertoriée comme étant membre de l'équipage de ce navire. Et nous n'avons pu trouver trace de ce gars Choplin nulle part ailleurs qu'en dehors de cette photo. Maintenant, en ce qui concerne le navire, parce qu'on s'est dit, bon ok, on va essayer de chercher peut-être un peu des informations sur le navire en lui-même. Nous n'avons pas trouvé grand-chose, mais cela dit, nous avons trouvé quand même une chose très intéressante. Vous vous souvenez, ce Jean-Michel Trogneux, quand nous avons commencé à aborder cette histoire de l'affaire Stanford, et bon, on a dit, voilà, ce qu'on sait, c'est qu'il a un dossier militaire, nous savons qu'il a été en Allemagne, nous savons qu'il y était sous-officier, et puis ensuite, la piste s'estompe un peu, on n'a plus rien trouvé. Il est en Allemagne, et puis ensuite on trouve plus rien, on sait qu'il y joue au hockey, nous en avons parlé dans le précédent épisode, et je sais qu'il y a des gens en Allemagne qui sont en train de nous aider, qui essaient de rechercher des photos, etc., donc merci beaucoup pour cela. Mais bon, malgré tout, malgré ces quelques informations dont nous disposons, ça aurait été quand même un petit peu tiré par les cheveux de se dire qu'il était à bord d'un navire qui, comme par hasard, est arrivé tout à côté de Stanford, de l'université de Stanford, donc en l'occurrence à Seattle, juste à temps pour le début de cette expérience psychologique qui a eu lieu quelques années plus tard en 1971. Ça aurait été quand même un peu tiré par les cheveux. Nous n'avons littéralement aucune preuve de cela. En revanche, il n'est pas du tout exagéré que de dire que ce personnage-là de Jean-Marie Trogneux, nous pouvons potentiellement le placer exactement près de l'université de Stanford, au début de l'année 1971. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Bon, eh bien, comme vous venez de le voir, il est de toute évidence répertorié comme membre de l'équipage du MS Michigan. Eh bien, figurez-vous qu'en 1971, le MS Michigan effectuait précisément des liaisons entre l'Allemagne et Oakland, en Californie. Comment nous le savons? Nous l'avons appris par le biais du procès le plus obscur et le truc le plus aléatoire qui ait pu être intenté. Franchement, le karma est marrant quand même. C'est un procès qui va nous aider à trouver... Bon, bref. Ça va en tout cas potentiellement nous permettre de mettre, quelques informations sur ce personnage de Jean-Marie Trogneux, qui manifestement travaillait effectivement sur ce bateau. Il y a un procès qui a été intenté contre la compagnie maritime pour avoir ruiné la cargaison. Le procès a donc été intenté par les Varian Associates contre la Compagnie Générale Transatlantique. Donc la Compagnie Générale Transatlantique, c'est en fait une compagnie française qui est propriétaire du navire.
Vous pouvez le lire là en haut. Donc la Compagnie Générale Transatlantique, dont le dirigeant, me semble-t-il, a d'ailleurs reçu une médaille présidentielle de la liberté ou quelque chose comme ça, en 1955. En France, évidemment. Ce serait d'ailleurs intéressant de voir s'il y a des photos, de savoir un petit peu qui c'était, bref. Je vais pas vous embêter avec les détails de ce procès, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le paquebot français faisait appel d'une décision, une décision d'un tribunal de première instance, qui les avait donc reconnus coupables d'avoir endommagé une cargaison. C'était un truc genre de 8000 livres, quelque chose comme ça. Ils ont été jugés coupables et redevables d'une somme de 35 000 $. Pour l'époque, c'était pas une petite somme d'argent, hein. Mais le procès énumère les faits de ce qui s'est passé. Le procès stipule, je cite, « Le 18 janvier 1971, Variant a signé un contrat avec le navire de ligne français pour expédier un système de spectromètre emballé dans 6 boîtes séparées de Oakland en Californie jusqu'à Hambourg en Allemagne de l'Ouest. » Et pour être clair, Oakland, c'est à peu près 35 minutes en voiture de l'université de Stanford. Alors si vous ne connaissez pas bien la Californie, je vous assure, c'est que tout est à peu près concentré au même endroit. J'y suis allée, j'ai conduit là-bas, j'ai parlé à l'université de Stanford, j'ai parlé à Oakland. Toutes les universités sont à peu près regroupées dans la même zone géographique, où vous pouvez toutes les faire. Il y a UCLA qui est là, Berkeley, l'université de Stanford. Donc je me suis dit, ah, voilà quelque chose d'intéressant. Nous savons donc que ce paquebot faisait des allers-retours entre l'Allemagne et Auckland, et je serais assez curieuse de savoir si Jean-Marie Trogneux était l'un des membres de l'équipage pendant ces tournées en 1971. Je vous en supplie, trouvez-moi Jean-Marie Trogneux, ça doit être vraiment simple. Comme je l'ai dit, il n'y a pas 150 000 personnes qui s'appellent Trogneux sur un paquebot qui va de Hambourg à Auckland, hein. Maintenant, je voudrais mentionner quelque chose à propos de l'expérience de Stanford, parce que vous avez été très nombreux à nous envoyer un email concernant cette photo. Comme je l'ai dit, selon ma perception, on a un petit peu l'impression que sur la photo, il est en train de prendre des notes. Et vous, les gars, vous avez... D'ailleurs, je dois juste dire au passage hein, que tout converge, toutes ces histoires convergent là. Si on en revient à cette histoire du livre Chaos, hein, vous savez la chose dont on n'a pas le droit de discuter sans contrarier le président de la France, eh bien, je me souviens que l'université de Stanford a été évoquée à plusieurs reprises. Donc, dans le cadre de ce livre, hein, vous avez compris. Vous savez, en particulier en ce qui concerne l'affaire MKUltra. L'expérience MKUltra, comme l'a très justement dit le président français, était une opération psychologique secrète dirigée par le docteur Jolie West. C'est vraiment le méchant parmi les méchants, hein, le docteur Jolie West. Et franchement, quand vous lisez ce livre, vous vous dites non, c'est incroyable, les années 60, je peux plus là. Je pars du postulat que tout ce qui s'est passé dans les années 60, on peut pas y croire. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que Jolie West, selon le reportage de Tom O'Neill, est allé à l'université de Stanford. Il a même fait un stage à l'université de Stanford en 1966. Ok, donc ça, nous le savons avec certitude, grâce à ce livre en particulier, qu'il y avait des étudiants de Stanford, des étudiants diplômés, qui travaillaient avec Jolie West. On le voit avec... Bon, je vais pas vous résumer tout le livre, hein. Et voici par exemple ce qu'on peut lire, une des pages de Chaos, qui vous raconte que à la fin de l'automne 1966, Jolie West est arrivé à San Francisco pour étudier les hippies et le LSD. La région de la baie de San Francisco a connu une migration sans précédent de jeunes de la classe moyenne, avec une explosion de la consommation de drogue récréative. West a senti qu'il devait en être le témoin direct. Il a obtenu une subvention gouvernementale et a pris un congé sabbatique d'1 an de son poste de professeur à l'université d'Oklahoma, nominalement pour poursuivre une bourse à Stanford, bien que cette école n'ait aucune trace de sa participation à un programme là-bas. Donc c'est comme s'il dit ok, moi je suis allé là-bas, j'avais une bourse, mais en fait il y a aucune trace qui corrobore cela. Et si vous avez lu le livre Chaos, vous savez très bien que tous les documents ont été détruits. Et sans ce journaliste Tom O'Neill qui a commencé à éplucher des dossiers très obscurs, notamment les dossiers universitaires, sachez que Jolie West a nié jusqu'au jour de sa mort avoir quoi que ce soit à voir avec le programme MKUltra. Et malheureusement pour lui, est arrivé Tom O'Neill qui a fait exploser toute cette affaire. Il était donc plutôt doué pour effacer ses traces, jusqu'à ce qu'il les retrouve dans une boîte que Jolie West lui avait donnée. Je me souviens pas très bien d'ailleurs si c'était pour l'université de UCLA ou quelle autre université, bref. Ce dont je vous parle là, c'est après sa mort, hein. C'est à titre posthume, il y avait des tonnes de boîtes qui ont été trouvées, et Tom O'Neill est celui qui a pris le temps de toutes les parcourir. Enfin, je voudrais souligner quelque chose d'autre qui est intéressant. Une grande partie de ce que l'on a dit au public à propos de l'expérience de Stanford était un pur mensonge. Il y a des accusations de mauvaise foi, d'actes intentionnels, parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient pouvoir dire, c'est qu'ils avaient obtenu une réponse spécifique,
après grâce à la conduite de cette expérience. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce type, David Eichenman, qui est également connu sous le nom du John Wayne de l'expérience. Et puis il est là, il fait carrément semblant, mais moi j'avais aucune idée que j'allais être gardien. Dès le deuxième jour, je suis devenue hyper brutale, j'ai tellement aimé ça. C'était tellement sadique, oh là là, vraiment, je m'y suis crue, j'ai aimé ça. Une réaction vraiment très disproportionnée, et le gars fait vraiment figure d'acteur en fait. Je vais vous repasser ce clip très rapidement. Chaque jour, je me demandais, bon, comment pouvons-nous faire pour intensifier ce que nous avons fait hier? Comment pouvoir poursuivre sur cette lancée? Et pourquoi voulez-vous intensifier, accélérer les choses? Pour deux raisons, je pense. La première était que je croyais vraiment aider les chercheurs à mieux comprendre le comportement humain. D'autre part, c'était personnellement intéressant pour moi. Je ne peux pas dire que je n'aimais pas ce que je faisais. Peut-être qu'avoir autant de pouvoir sur ces pauvres petits prisonniers sans défense, ça peut vous exciter, ça peut donner un peu de plaisir. Pour être clair, ce gars-là était un acteur. Il préparait un diplôme d'acteur, de formation. C'est un acteur de formation. Et vous savez, il a été dit au public que les participants ne se connaissaient absolument pas les uns avec les autres. Oh non, on a juste publié comme ça une information dans le journal. Et puis les gens ont répondu. Et puis ensuite, on a procédé à un genre d'évaluation. On a sélectionné ceux qui nous semblaient être les plus adaptés pour l'expérience. Et non, en fait, ils se connaissaient. Ce David là qui court partout, cherchant à attirer l'attention, qui raconte combien il a adoré l'expérience, à quel point il a pu prendre possession du rôle rapidement. Il semblerait qu'il connaissait un des autres participants qui pour une raison ou une autre a été un peu négligé. Il y a des tas de films qui ont été tournés sur cette expérience en particulier, et personne ne voulait parler à Jean-Marc, l'un des participants qui a pris parti à cette expérience. Il affirmait que cette expérience à laquelle nous participions, le public le sait, on leur a menti. C'était tout simplement frauduleux. Et vous me direz, mais Candace, comment tu sais qu'il a dit ça? Les gars, j'ai trouvé un fil de discussion sur Reddit. Le gars a carrément fait une AMA sur Reddit. AMA stands for Ask Me Anything, c'est-à-dire demandez-moi n'importe quoi. La première chose que vous allez me dire, attends Candace, c'est Reddit. Par définition, on peut pas savoir si c'est lui. Faux. On sait que c'est lui parce que pour prouver que c'est bien lui, il fournit carrément un lien vers lui. Il fournit son permis de conduire californien, qui indique qu'il était à Sausalito en Californie. Il a également carrément brandi une pancarte qui indique gardien de prison numéro 3615 et il a dit vous pouvez voir c'est bien moi. Et juste pour être doublement sûr, triplement sûr, je suis même allée jusqu'à faire une comparaison de son visage côte à côte. Figurez-vous que j'ai retrouvé une photo de son lycée parce que je suis une vraie petite psychopathe. J'ai retrouvé une photo dans un de ses albums de fin d'année et je peux vous confirmer à 100% qu'il s'agit bien du même individu, de la même personne. Sans aucun doute, on peut confirmer que ce gars est bien John Mark. Et ce qu'il dit dans cette AMA sur Reddit, d'il y a quand même 11 ans, la première chose qu'il veut que les gens sachent, c'est que le vilain gardien des shifts de nuit, qui était donc ce David Eichenman, était un de mes amis de lycée. Il écrit « Malheureusement, les expériences et la façon dont son jeu d'acteur a été interprété comme vraiment réel ont complètement faussé les résultats et m'ont fait perdre toute sympathie envers lui. Par la suite, on voit bien qu'ils se connaissaient, on voit bien qu'ils étaient amis. » Il ajoute « Occasionnellement, on se rencontre lors de réunions et à une occasion, il s'est excusé pour son comportement. » Puis il écrit, ça devient vraiment intéressant, « Le prisonnier qui a été retiré de l'expérience pour dépression nerveuse était le frère cadet d'un de mes amis. » Ok, donc là on réalise qu'il y en a au moins 3 d'entre eux qui se connaissaient. Et même davantage puisqu'il poursuit en écrivant, mais je n'ai plus jamais eu de contact avec lui par la suite. Lorsqu'il a été retiré de l'expérience, il a été remplacé par un nouveau prisonnier, qui était en fait un étudiant de 3e cycle travaillant avec Philippe Zimbardo, qui est donc le gars qui a dirigé toute l'expérience, et qui a été placé là comme taupe pour découvrir les manigances des étudiants prisonniers. Ce nouveau prisonnier / étudiant de 3e cycle était aussi une de mes connaissances. Donc, même si je ne l'ai pas dénoncé, et je suis sûre qu'aucun d'entre nous n'était censé savoir qu'il faisait partie de l'équipe de recherche, et que son parcours n'ait jamais été publié à ma connaissance, je savais qui il était. Ok, donc là, ça commence à devenir intéressant. Il nous dit donc que, comme nous l'avons appris grâce à ce qui a été médiatisé, certaines personnes ont quitté l'expérience. Ces personnes, certaines d'entre elles ont indiqué qu'elles jouaient la comédie. Et voilà qu'il dit maintenant qu'il y a eu cet échange de prisonniers qui n'a jamais été enregistré dans le rapport, où un étudiant diplômé est entré et devenu prisonnier, qu'en réalité il s'agissait d'une taupe qui travaillait pour Philippe Zimbardo. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que vous avez été très nombreux à nous envoyer un courriel au sujet du prisonnier numéro 2093,
pensant que ce prisonnier, dans l'expérience carcérale de Stanford, ressemblait beaucoup à Jean-Michel Trogneux. Mais encore une fois, nous ne pensions pas que cela était possible parce que sur cette photo où on le voit de profil, on voit bien que cet individu qui est un sosie de Jean-Michel, il prend des notes, donc il n'est pas dans l'attitude de quelqu'un qui est un prisonnier, mais plutôt dans la tenue de quelqu'un qui serait gardien dans l'expérience. Et puis ensuite, il y a une succession d'images en noir et blanc où on pourrait effectivement croire qu'il s'agit de Jean-Michel Trogneux, mais à contrario, sur d'autres images, ce prisonnier semble être quelqu'un de totalement différent. Sur ces photos-là, il semble avoir les cheveux un peu plus longs, blonds, et moi je me suis demandé, mais c'est bizarre, pourquoi j'ai l'impression qu'il s'agit de deux personnes complètement différentes. Parfois, il est un petit peu plus gros, parfois non. Bon, j'avais sorti un petit peu cette idée de mon esprit, parce que le changement d'apparence entre les deux me paraissait trop étrange, ça collait pas. Mais voilà que maintenant il y a ce gars qui dit non mais attends, non, ils ont changé, ils ont interverti deux intervenants, deux candidats prisonniers. Ils en ont retiré un et à la place ils en ont envoyé un autre qui était un petit peu comme une taupe. Et comment savoir ce qui s'est passé parce que Zimbardo a basiquement verrouillé tous les dossiers. Et il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit « Ah, mais si, regarde, on peut retrouver les noms des personnes qui étaient impliquées dans cette expérience. » Non, il a lui-même dit dans son livre qu'il a utilisé des noms différents pour protéger les identités des participants. Il n'a jamais publié la liste complète des personnes, des 24 participants. Ces 24 personnes dont on nous a dit qu'elles ne se connaissaient pas du tout les unes les autres, n'est-ce pas? Donc, je sais pas trop quoi penser de tout ça, mais en tout cas, je suis extrêmement intéressée par le sujet. Et pour être clair, il se peut que ce ne soit rien. Ça peut être rien du tout. Nous l'avons vu par le passé, lorsqu'on commence à enquêter sur quelque chose, vous avez envie que quelque chose fonctionne, et ça pourrait fonctionner, en théorie. Et puis au final, vous apercevez que non, vous vous êtes trompé. Donc si on a tort là-dessus sur toute la ligne et que nous obtenons plus d'informations pour le démontrer, bien entendu, nous serons les premiers à vous le dire. Honnêtement, nous aimerions pouvoir simplement poser ces questions et clore ce sujet en allant directement voir Brigitte et Emmanuel. Mais ils ne veulent répondre à aucune question. J'aimerais moi pouvoir poser la question à Brigitte. J'aimerais bien lui dire Brigitte, et tu sais, tu peux être la première à mettre fin à toute cette histoire, Juste, tu me dis, attends Candace, voici les dates de mes séjours aux États-Unis. Voilà, là, j'ai des photos, je suis en famille, j'ai des photos avec des amis, parce que j'imagine que t'as dû prendre des photos. Je veux dire, est-ce que ce serait raisonnable de supposer que pendant ta jeunesse aux États-Unis, tu aies pris des photos? C'est en général ce qu'on fait quand on part en voyage, non? Brigitte pourrait vraiment mettre fin à cette histoire. Je suis pas dans le business d'essayer de présenter des histoires qui soient pas véridiques, Ça m'aide pas, ça m'aide d'aucun bénéfice. Mais vraiment, je me pose de plus en plus de questions. Parce que je me demande qu'est-ce qui peut justifier une telle réponse de la part d'un président en exercice? Qu'est-ce qui justifie une telle réponse de la part d'un président en exercice dans ce pays, aux États-Unis? Je me pose maintenant la question, comment se fait-il que Trump m'ait appelé si vite? J'y avais pas du tout pensé avant de me mettre à réfléchir à cette histoire. J'avais pas vraiment réalisé avec quelle rapidité cet appel est arrivé. Juste après le départ d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on est tombé sur quelque chose par accident, comme ça m'arrive toujours? Je suis tombée sur un truc énorme par hasard, sans vraiment le vouloir? Est-ce que je me suis trouvée dans une affaire qui pourrait potentiellement impliquer les États-Unis d'une manière ou d'une autre? Que faisait Brigitte? Je pose la question, que faisait Brigitte pendant sa jeunesse aux États-Unis? La bonne nouvelle, c'est que nous continuons d'enquêter. Vous pouvez d'ailleurs nous envoyer des emails. Et nous allons inclure d'ailleurs dans la boîte de description sous la vidéo tous les liens. Donc Skyler, si tu peux prendre note, nous allons mettre le lien de l'AMA sur Reddit. Nous allons également mettre le lien pour que vous puissiez consulter le site web du ministère de la Justice. Si vous êtes en particulier au Canada, s'il vous plaît, commencez à consulter les registres maritimes et voir si vous arrivez à trouver un Jean-Marie Trogneux, ou à la limite juste quelqu'un qui porte le nom de famille Trogneux, ce serait déjà utile. Où que vous soyez dans le monde, aidez-nous. Également, dans ce procès que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, il était indiqué que le navire avait dévié de sa route. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont intenté une action en justice, parce qu'ils auraient dévié de leur route. Il mentionne également que le navire se serait arrêté à Anvers. Donc vraiment, il y a des gens de tout plein de nations qui peuvent s'impliquer. Je vous en supplie, regardez ce que vous pouvez trouver sur le manifeste du navire. Et peut-être même que vous regardez aujourd'hui l'épisode et vous vous dites « Mais attends Candace, mais moi je le connais Jean-Marie Trogneux. Il était membre de l'équipage, attends, je peux mettre fin à tout ça tout de suite. Regarde, j'ai même une photo, c'était mon pote, on a travaillé ensemble sur ce navire. Attends, je vais te montrer les photos, parce que oui, c'est ce que les gens font, les gens prennent des photos. Des photos en famille, des photos entre amis, des photos entre collègues. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui se fait. S'il vous plaît, envoyez-nous les photos. On veut savoir, on veut découvrir la vérité. Vraiment, je crois que c'est l'une des pistes les plus excitantes que nous ayons explorées pour l'instant. Je crois véritablement qu'il y a eu ce Jean-Marie Trogneux sur le bateau, ça c'est évident, et je crois qu'il doit avoir un lien avec cette famille. Est-ce que peut-être c'est le papa, parce que le papa était en vie à cette époque-là, c'est possible. Mais bon, comme on ne nous dit rien, on doit absolument enquêter par nous-mêmes.
Et oui, j'avais oublié aussi quelque chose d'intéressant ici. On a trouvé John Mark, l'auteur d'une publication Reddit, l'auteur de la publication Reddit, qui dit qu'il a obtenu son diplôme de Stanford 4 ans plus tard. Jonathan Mark. Effectivement inscrit dans l'annuaire des anciens de Stanford. Donc ça confirme effectivement qu'il a obtenu son diplôme 4 ans plus tard. Franchement, ça fait beaucoup d'informations à digérer, il faut vraiment qu'on enquête, qu'on fasse le tri dans tout ça. C'est la raison pour laquelle on prend la semaine prochaine vraiment off pour nous concentrer là-dessus. Parce que je crois que c'est important de pouvoir enquêter sur chaque personne qui était impliquée dans cette expérience. Parce que j'ai déjà découvert, je peux vous dire que quelques-unes des personnes qui étaient impliquées dans l'expérience parlaient français. Je me dis franchement, quelles sont les chances que vous preniez au hasard des Américains, des étudiants diplômés, qui se trouvent parler français. Je sais pas, ça me paraît intéressant, mais bon, peut-être qu'on essaie de tirer les trucs un peu par les cheveux pour faire en sorte que l'histoire fonctionne, j'en sais rien. Peut-être que je suis juste en train d'essayer de trouver des prétextes pour faire concorder les choses et qu'en fait ça n'a rien à voir, mais bon, c'est intéressant quand même. Et avant que je vous fasse quelques annonces, ne partez pas parce que j'ai quelque chose à vous dire à propos de White Lotus, le lotus blanc. Et franchement, j'ai jamais pensé à dire ça sur cette émission, mais peuple de Chine, j'ai besoin de votre aide. Peuple de Chine, qui ne pouvait pas regarder YouTube, je le sais, mais je sais que d'une façon ou d'une autre, vous arrivez à vous débrouiller pour regarder cette série grâce aux commentaires que je peux lire. J'ai vraiment besoin de votre aide pour comprendre quelque chose qui s'est passé. C'est arrivé historiquement en Chine. La Chine, j'ai besoin de votre aide. En fait, l'Asie, j'ai besoin de votre aide parce que l'Inde est en quelque sorte également un petit peu impliquée là-dedans. Je vais vous parler de recherches vraiment très préliminaires. Pendant que nous allons prendre ce break, bien entendu, il y a beaucoup de thèmes intéressants que nous allons devoir explorer, mais l'un des thèmes que nous avons abordés dans l'émission, c'est cette façon dont la culture, à travers les nations, semble vouloir nous imposer l'idée que l'inceste puisse être sexy. Et à ce sujet, laissez-moi vous dire quelque chose. Quelques-uns d'entre vous, plusieurs personnes, nous ont envoyé un email pour nous dire « Candace, je ne sais pas si tu connais la série The White Lotus, le Lotus blanc, moi j'ai regardé les 2 premières saisons. C'est une série diffusée par HBO, mais voilà qu'il y avait, j'imagine que ça a certainement suscité l'indignation, et voilà que d'un coup, ils ont jeté comme ça, ils ont ajouté ce thème de l'inceste dans la série. Je crois que l'histoire raconte que c'est l'histoire de 2 frères. Skyler, tu peux nous en dire, est-ce que au lieu de me dire dans l'oreille, peut-être tu peux prendre la parole, Skyler, je sais pas si tu peux prendre le micro, si tu peux parler. Non, ok. Donc apparemment, il y avait 2 gars, c'est ça? Ok, donc apparemment, on parle là d'une scène de baiser entre 2 frères dans cette série à succès, apparemment. Et tout le monde a commencé à se poser la question, mais pourquoi en quoi c'est utile? Pourquoi c'est utile d'ajouter ça dans la série? De rajouter un petit peu d'inceste gay comme ça à ce moment-là pour la série. Et donc l'histoire, c'est que voilà, c'est un petit peu l'histoire d'une élite qui s'en tire absolument impunément à chaque fois qu'ils font quelque chose de mal. Et donc l'hôtel de la série s'appelle le White Lotus Hotel. Et personne ne semblait vraiment savoir pourquoi cet hôtel s'appelait le White Lotus Hotel. En tout cas, moi, je l'ignorais. Franchement, j'en savais rien. Moi, je me suis dit, le White Lotus, c'est une belle petite fleur. J'en sais rien, c'est peut-être une sorte d'insecte. J'avais vraiment aucune idée. Bon, écoutez, vous allez pas le croire. On a reçu un autre email. Et quelqu'un m'a donné un tuyau et m'a dit, hey Candace, j'essaie d'accéder à ce fichier, là. Et en fait, dans le fichier ressort à chaque fois le nom de famille Trogneux, mais il y a un lien et quand je clique dessus, ça marche pas, en fait. Le lien veut pas s'ouvrir. Et quand je me suis donc un peu penchée sur la question, ce que j'ai vu, c'est que cet individu qui m'a écrit essayait en fait d'accéder à un livre. Et qu'il fallait payer 33 $, pour pouvoir accéder à la raison pour laquelle Trogneux était mentionné dans le contexte de la Chine au XVIIIe siècle. Les gars, le XVIIIe siècle, c'est un siècle important, Parce que je vous rappelle que c'est là que la Révolution française a eu lieu, en 1789. Et comme nous l'avons déjà vu dans un épisode précédent, d'une façon générale, la Révolution française était une révolution sexuelle. Et dans ce livre... Attendez, je vais vous le lire. Donnez-moi juste une seconde, les gars. Parce qu'évidemment, je l'ai téléchargé, ça m'a coûté cher. Mais je vais vous dire ce que cela nous dit. Bon, je vais essayer de vous récapituler ici. En fait, ce que ça nous dit essentiellement, c'est qu'il y a eu en Chine une rébellion et qu'il y a un groupe de jésuites menant à cette rébellion. D'ailleurs, je devrais dire pas un groupe, mais plutôt quelques-uns, très peu, une petite poignée de jésuites, sous prétexte de dire qu'ils étaient là en mission catholique, sont donc arrivés en Chine, sous ce prétexte-là, et l'un de leurs noms était le père Trogneux. Je vous assure, je ne plaisante pas. Son nom entier, c'est le père François Théodore Trogneux, qui est donc venu en Chine. Et après, il nous est raconté de façon très succincte dans ce livre
que les catholiques ont été accusés à un moment donné d'être des membres du White Lotus. Et je me suis dit, c'est bizarre, c'est intéressant, mais c'est quoi cette histoire de White Lotus? Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait eu cette grande rébellion qui a eu lieu en Chine, qu'on a appelée la rébellion du White Lotus. Et dans mes recherches préliminaires, il m'est indiqué que dans ce cadre-là, il y a eu beaucoup d'accusations qui ont été lancées au sujet d'inconduite sexuelle, des trucs un peu bizarres, j'ai pas trop bien compris, qu'il y avait rapport avec des rituels sexuels tantriques. Un truc bizarre, vraiment je vous assure un truc bizarre, mais quoi qu'il en soit, ça a vraiment eu lieu. Mais voilà que dans tout ça, on apprend qu'il y a ce père Trogneux, et puis bien sûr j'ai fait des recherches, et devinez ce qu'on apprend. Le gars est originaire de la région de Picardie, en France. C'est de là qu'était originaire ce père Trogneux. Je vais vous lire directement depuis le livre. Le livre s'appelle « This suffering is my joy ». C'est « Souffrance est ma joie ». Et en fait, dans le livre, ils ne mettent même pas le prénom en entier, le prénom complet du père Trogneux. C'est moi qui ai dû faire des petites recherches pour savoir qui était ce père Trogneux. Mais cela nous dit, les soupçons selon lesquels les catholiques seraient liés à la secte du White Lotus ont conduit à une persécution en 1747, au cours de laquelle Martilia, je vais vous l'épeler pour vous les gars, M-A-R-T-I-L-I-A-T, et où d'autres Européens ont été forcés de quitter la région de Sichuan pour Macao. Ok, donc ce sont des Français missionnaires, et ils ont dit qu'ils avaient été en quelque sorte blâmés. Ils ont dit qu'ils avaient été accusés de faire partie de la secte du Lotus Blanc, du White Lotus, et il nous est dit sur la page suivante que alors là j'ai pas compris le nom que Candace a dit, Mulané, qui était un missionnaire jésuite, et donc allé en Chine. Il a ensuite emmené avec lui 3 autres Lazars, leurs noms étaient les pères Gandon, le père Monet et le père Trogneux. Ils ont donc été envoyés de France et sont arrivés en Chine à la fin de 1733. Et là, ensuite, ils sont accusés. Donc, en 1733, ils quittent la France, ce père Trogneux. Et voilà que quelques années plus tard, en 1747, ils sont liés à cette histoire de secte du White Lotus. Je vais donc vous demander, s'il vous plaît, de m'en dire un peu plus sur cette secte du White Lotus, si vous vivez notamment en Chine. Dites-moi les trucs que moi je peux pas trouver de mon côté. Parce qu'il semblerait qu'il y ait véritablement un mur entre ce qui se passe à l'Est et ce qui se passe ici. Quels aspects exactement de tout cela étaient considérés comme une perversion sexuelle? Il semblerait à la lecture de tout cela qu'il y ait eu des genres de rituels sexuels qui avaient lieu. S'il vous plaît, dites-moi plus à ce sujet. Et vous le savez, je suis plutôt fascinée par cette période de l'histoire en général, comme je l'ai dit, non seulement parce que la Révolution française a eu lieu à ce moment-là, mais parce qu'il y a encore un truc plus énorme, c'est que c'est toute cette histoire que j'ai rapportée par rapport à Jacob Frank. Vous vous souvenez de cet épisode où je vous ai longuement parlé de ce mouvement franquiste? Vous vous souvenez, je vous ai raconté qu'il y avait des individus qui appartenaient à une secte militaire. Ils partaient du postulat qu'il fallait constamment changer de nom. Et le cousin de Jacob Frank était la personne littéralement derrière la Révolution française. Ils se sont tout d'un coup massivement convertis à l'Église catholique, parce que souvenez-vous, je vous ai expliqué, ils pratiquaient l'apostasie. Ils pensent que la meilleure façon de vaincre vos ennemis est de le faire de l'intérieur, donc en prétendant que vous êtes des gens pieux, que vous appartenez à l'Église catholique, ensuite pouvoir plus facilement écraser l'Église de l'intérieur. Ce dont je vous parle là, ce sont tous des faits disponibles. Vous pouvez aller vous renseigner sur Internet, c'est partout sur Internet. Le cousin de Jacob Frank portait 3 noms différents. Chers Autrichiens qui me regardez, si vous voulez en savoir plus, informez-vous un petit peu sur la famille von Schafeld. Le gars se fait appeler Moses Debruschka, qui était, semble-t-il, son vrai nom. C'était quoi son nom pendant la Révolution française? Est-ce que Skyler, tu peux regarder à Moses Debruschka sur Internet? Je sais que c'est pas le nom de famille le plus facile à épeler, mais je voudrais vraiment être en mesure de pouvoir donner à nos téléspectateurs les 3 noms, pour que les gens puissent faire leurs propres recherches et se pencher sur cet individu en particulier. Et donc, souvenez-vous, le gars va à Strasbourg, il commence à faire des articles de presse, tout ça, parce que, je vous le rappelle, tout ça n'a toujours été qu'une question de presse et de communication. Vous savez, contrôler la presse, susciter des troubles, etc., etc. Et voilà qu'on s'aperçoit qu'à peu près à la même période de l'histoire, il y a des gens qui sont accusés de faire des trucs super bizarroïdes en Chine. J'ai besoin de savoir quelle est cette histoire. Ah, voilà, nous y voilà. Donc voilà, Moses Debruschka, donc il nous a dit qu'il était écrivain, de toute façon c'est tous des écrivains, un poète et également un révolutionnaire. Il était le cousin germain de Jacob Frank, comme je l'ai dit. Souvenez-vous, Jacob Frank, qui était celui qui prétendait être le messie juif. D'ailleurs, j'ai également entendu dire que pendant la rébellion du White Lotus, la personne qui a prétendument dirigé cette rébellion a proclamé qu'elle était également le messie. Je crois ne pas me tromper. J'ai trouvé très peu de choses à ce sujet sur Internet, mais je crois vraiment ne pas me tromper. Encore une fois, on ne fait que commencer les recherches sur le sujet. Donc l'article nous apprend qu'il s'est converti, comme je vous l'ai dit, du judaïsme à la foi catholique, et qu'il a pris le nom de Franz Thomas Edler von Schönfeld.
Donc il se faisait appeler Franz Thomas Schaffeld. Et puis à Vienne, il se faisait appeler autrement. Et puis il reprenait le nom de Moses Debruschka. Et puis il y a aussi une histoire avec ce gars, là, Ephraim Joseph Hirschfeld. Bref, tout ça est un peu compliqué. Pour vous la faire courte, c'était juste des francs-maçons. Ils étaient clairement les principaux activistes de la loge maçonnique. Ils étaient actifs en Allemagne, ils étaient actifs en Autriche, 1783 et 1790. Et évidemment, nous savons que la Révolution française a eu lieu à cette époque. Donc bon, voilà, beaucoup de choses à digérer ici. J'ai besoin d'en savoir plus exactement sur les perversions sexuelles, en particulier dont ils étaient accusés dans cette secte du White Lotus. Peut-être que je me trompe sur tout, hein, j'en sais rien, c'est ça le problème, et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous. De façon à ce qu'on puisse vraiment activer un groupe d'investigateurs, un véritable bastion d'enquêteurs. Oh, le pauvre palais de l'Élysée qui doit rester à veiller un petit peu tard pour nous regarder ce soir. Je vais vous dire, je crois qu'ils croyaient vraiment sincèrement que je travaillais avec les Russes. Je crois qu'ils sont intimement persuadés que je travaille véritablement avec le gouvernement russe, peut-être aussi avec des politiciens véreux d'extrême droite, dans différents pays du monde. Et vraiment, je me dis, quand on va passer par tout ce processus judiciaire, vous voyez, vont s'apercevoir, les pauvres, que en fait, c'est juste des papas et des mamans qui se sentent vraiment préoccupés par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Des gens bien qui nous envoient des informations, qui font preuve de diligence raisonnable. Des gens qui ont des informations à nous partager parce qu'ils étaient marins, qu'ils étaient capitaines, ou qui ont tout simplement accès à des choses parce qu'ils savent comment effectuer une recherche dans un centre d'archives de façon beaucoup plus efficace que moi. Ce couple présidentiel ne sait vraiment pas comment répondre à la vérité. Je pense qu'ils ne saisissent pas l'intérêt honnête, sincère du public pour la vérité, parce qu'on leur a menti tellement toute leur vie. Quand votre vie entière est en fait un mensonge soigneusement tissé, vous vous sentez forcément attaqué quand vous voyez quelque chose qui surgit comme étant la vérité. Vous ne comprenez pas comment cette chose de recherche de la vérité puisse être naturelle chez quelqu'un, que toute votre vie à vous a été construite sur le mensonge. Pour moi, c'est exactement ce qui se passe en ce moment, au palais de l'Élysée. Et donc voilà, tout le monde, il y a des tonnes de thèmes que nous avons abordés aujourd'hui, mais j'ai vraiment besoin que vous vous impliquiez sur le sujet, s'il vous plaît, envoyez-nous un email à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Et encore une fois, je le répète, pour ceux qui m'envoient les noms comme étant les noms des 24 participants à l'expérience, je veux être très très clair de nouveau. Le gars a confirmé qu'il avait utilisé pour toute l'expérience des pseudonymes. Alors vous allez peut-être me dire, ah mais Candace, le prisonnier 2093, en fait, il s'appelait Tom Williams. Sachez en réalité que cette personne n'a jamais été identifiée. Et pour venir complexifier encore plus davantage l'affaire, c'est qu'on sait maintenant qu'il y a des prisonniers qui ont été échangés. Donc on cherche les vrais noms. Peut-être si vous étiez dans cette expérience, peut-être que ce John Mark peut nous parler, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il est toujours en veille, je vais m'enseigner d'ailleurs. Ça va faire partie des recherches que nous allons devoir faire. Comme je vous l'ai dit, nous explorons pour l'instant, nous sommes au début de cette nouvelle série, de cette nouvelle saison. Et nous allons explorer toutes les pistes possibles parce que nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvons de toute façon plus faire marche arrière. Il nous faut nous devons arriver à trouver la vérité. Nous devons savoir ce qui est arrivé à Jean-Michel Trogneux. Voilà les amis, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été pertinente et intéressante pour vous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.